c'est déjà bon pour le tout premier invité, Freddy Bonzeke. Je le rappelle, il est député national élu de la circonscription de Mouchi, dont la province de Maïndombe. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ravi de vous retrouver ce soir pour partager ce plateau avec vous. Alors, il y a trois sujets dont on va parler. Je voudrais bien que l'on commence par la prorogation de l'état de siège. C'était la 84e fois. En tout cas, je crois que le chiffre est bon. Le ras-le-bol commence-t-il à gagner aussi d'autres élus, d'autres circonscriptions, ou c'est seulement les députés du Nord Kivu et des Littoris, qui sont les provinces sous état de siège, bien évidemment? Oui. Parce que j'ai entendu Vital Kamerhe dire que vous commencez à manifester quelques soucis aussi par rapport à ça. Oui, tout à fait. Évidemment, l'état de siège, c'est une mesure restrictive des libertés, des droits, des libertés des citoyens. Ouais. Situation de guerre. Et j'ai pu remarquer que les collègues de l'Est, du Nord Kivu et de l'Ituri ont commencé déjà à solliciter l'évaluation de cet état de siège. Alors, ils avancent quand même des arguments. Qui vous paraissent logiques, hein? Qui paraissent logiques. Parce que si nous sommes en guerre, et que l'une des mesures prises par le gouvernement, par les chefs de l'État, c'est l'état de siège, on doit voir que l'état de siège produit des résultats voulus. Mais là, les collègues et nous tous, nous commençons à nous rendre compte que la situation va de mal en pire. Et une évaluation s'impose. Et je suis moi aussi de cet avis qu'une évaluation s'impose. Et déjà que un bras de fer s'est engagé entre les gouverneurs militaires et les honorables députés, les collègues. Et les tout il faut tirer au clair la situation. Donc vous me rejoignez en disant que ça commence à gagner aussi, vous aussi, de Maïndombe. Oui, parce que nous voulons qu'il y ait la paix dans notre pays. Ouais. Et nous pensions que l'état de siège était l'une des mesures pour aider le pays tout entier. Ce n'est pas seulement les députés de l'Est, mais aussi nous de l'Ouest, pour que la situation puisse revenir au calme. Mais si tous les jours, pendant qu'on est en état de siège, il y a plusieurs commandements au même moment, alors c'est un désordre. Il y a un collègue qui a même dit qu'à l'époque du général Mamadou Ndala, il n'y avait pas état de siège, mais Mamadou Ndala était en train de gagner. Il était en train de reculer l'ennemi. Mais depuis qu'on est en état de siège, combien de localités a-t-on récupéré? Bien au contraire, on en perd de plus en plus. Alors vous dites que l'état de siège est une mesure exceptionnelle, restrictive des libertés individuelles, qui est mise en place quand on constate une situation de guerre, par exemple, ou d'agression. Est-ce que ce qui se passe à Maïndombe peut nécessiter la mise en place d'un état de siège aussi? Évidemment, ce qui se passe au Maïndombe dans le cas de Momondo, oui. Là, c'est un conflit interne. Oui. Mais à l'Est, à la différence avec les conflits de l'Est, c'est une agression. C'est un autre pays qui vient agresser le nôtre. Accompagné de ça, Mais si un conflit interne s'enlise au point où on a des tueries des part et d'autre, on peut militariser. Décrète sous certaines conditions. Alors, les conditions ne sont pas encore réunies pour Maïndombe. Et vous envisagerez quoi par rapport à cette situation dans l'Est? La levée est pure et simple de l'état de siège. Bon, je pense qu'il faudrait d'abord que les débats puissent être alimentés et on devra faire les choses autrement. Votre position à vous? S'il faut lever l'état de siège, on devra le lever. On devra lever l'état de siège pour revenir à la situation des guerres pures. Et comme ça, on sait qui commande qui et qui fait quoi. Alors si maintenant là, on considère que les gouverneurs militaires sont là pour conduire les opérations, au même moment, ils sont dépouillés de ces pouvoirs-là. Les commandements sont confiés à d'autres personnes. Alors à quoi sert que les gouverneurs militaires puissent gouverner alors que les militaires sont apolitiques? Ça n'a pas de sens. Moi, je suis sûr, je pense vraiment comme les autres, qu'il faut qu'on puisse évaluer l'état de siège. Et l'honorable président de l'Assemblée nationale avait dit que nous a promis qu'on va lancer des invitations aux gouverneurs militaires pour que nous puissions avoir une plénière à huis clos où on devra parler de ces choses-là.
On comprend bien que M. Freddy Bonzeke est prêt à voter une levée si possible. Alors, il y a une semaine exactement, vous les élus, vous aviez validé ou vous aviez déclaré recevable 2 projets de loi. Le premier portant sur la loi de finances rectificative de 2024 et puis sur la reddition des comptes. Et dans votre intervention, vous avez, je dirais, dénoncé des disparités dans la répartition des fonds vers les provinces. Et parmi les provinces les plus oubliées, on cite votre province, Maïndombe. Pourquoi, comment expliquer ça, cet oubli? Oui, c'est même une préoccupation qui a été soulevée par moi-même et dirigée à l'endroit du ministre des Finances. Je lui avais clairement posé la question, quels sont les critères objectifs qui militent pour cette disparité-là? Pourquoi on en arrive? Et la réponse ne m'a pas été donnée. La réponse n'a pas été donnée à cette question-là. Dans la réplique du ministre, en tout cas, la question des disparités n'a pas été abordée. Et je pense que la question, maintenant, c'est au niveau de la commission ECOFIN, où l'on va relever la conséquence de cette disparité, qui n'est rien d'autre qu'une faute de gestion. Alors, autant les dépassements est une faute de gestion, autant la disparité en est une autre. Quand vous parlez de disparité, concrètement, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que les provinces sont servies différemment. On alloue. C'est pas toujours la même somme qu'on donne à toutes les provinces. À une province, on peut allouer 415 milliards et à une autre, on alloue, par exemple, 11 milliards. C'est ça la disparité. Et même en dessous de 11 milliards. C'est ça la disparité. C'est ça la disparité. Qu'est-ce qui ferait qu'on ne puisse pas allouer, on ne puisse pas déterminer un critérium objectif pour permettre que les provinces puissent être servies, puissent bénéficier de la justice de l'État, de la justice du gouvernement. Et cela ne se justifie que du fait que la caisse de péréquation n'a jamais fonctionné. Parce que si la caisse de péréquation avait été fonctionnelle, monsieur le journaliste, les inégalités auraient été corrigées par cette caisse-là. Mais là aussi, nous voyons dans la loi des redditions de comptes, nous voyons des prévisions, mais exécution 0,0 en ce qui concerne la caisse de péréquation. Alors, ce qu'il y a de disparité ou injustice à la fois dans la reddition des comptes, mais aussi dans la loi rectificative, vous avez constaté, au lieu que ça connaisse une augmentation proportionnellement à l'augmentation que l'on trouve dans la loi rectificative, mais il y a régression dans pour le compte de votre province. Oui, là, je m'en vais dans la loi rectificative, dans la loi des finances rectificatives de l'exercice 2024. Oui. C'est là où j'avais dit qu'il y avait régression en lieu et place de l'augmentation. La logique est simple. Et c'est une logique budgétaire parce que le budget, il est toujours en équilibre, en recettes et en dépenses. Alors, la loi rectificative, la loi des finances rectificatives signifie tout simplement qu'on modifie le budget initial parce qu'il y a eu une certaine augmentation des ressources. Il y a eu des ressources additionnelles, issues par exemple de la révisitation du contrat chinois. Cela a donné à l'État un peu plus de moyens qu'initialement prévu. Alors, les calculs faits, c'est que l'augmentation est de 8,4%. Et dans la distribution, dans la répartition maintenant des dépenses, dans la prévision maintenant des dépenses, on doit sentir ou ça doit se refléter. Ça doit se refléter. L'augmentation là de 8,4% doit se refléter dans la prévision des dépenses. Mais là, dans les cas d'espèces, il y a eu plutôt dans certains endroits, par exemple dans les transferts de ça aux provinces, il y a eu plutôt régression. Au lieu même que l'on puisse garder les prévisions initiales, les prévisions du budget initial, on a soustrait dans les prévisions même initiales là. Alors, où est partie l'augmentation? Où est partie l'augmentation de 8,4%? On ne peut pas dire une chose et son contraire. On dit qu'il y a augmentation de 8,4%, nous sommes d'accord.
Mais on doit percevoir ça, ça doit se refléter dans les dépenses. Pour que le budget puisse être un budget équilibré, en dépenses et en recettes et en dépenses. Il faut que dans les dépenses aussi, mais on ne peut pas, on diminue même dans ce qui avait été prévu. Alors, qu'est-ce qui explique cette logique-là? C'est ce que moi j'avais soulevé comme préoccupation. Ça a toujours été le cas pour le compte de votre province, ou c'est particulier juste pour les 2 dernières années, cette année et l'année passée? Non. Quand je parle de cette logique de régression-là, ça concerne toutes les provinces. Toutes les provinces? Toutes les provinces. C'est dans toutes les provinces où on a fait ça. On a ponctionné de l'argent au lieu d'additionner? Au lieu d'additionner. On a fait ça dans toutes les provinces. Est-ce qu'on sait savoir où sont parties ces sommes-là? Non. Là, ce n'est pas à nous de le savoir. Non, c'est le contrôle budgétaire. C'est au gestionnaire. Mais nous attendons... En tant que contrôleur, vous pouvez savoir. Nous attendons les rapports de la commission ECOFIN qui va pouvoir éclairer la plénière. Alors, est-ce que c'est possible qu'on répare ça? Bon, réparer... C'est plus possible. La reddition des comptes, c'est la clôture de l'exercice. Alors, c'est de la reddition. Moi, je pensais que vous parliez de la loi rectificative. Non? Dans la loi rectificative... C'est là où il y a régression, non? Même dans la loi rectificative, il faut dire qu'au 31 octobre ici, c'est la fin de l'exercice. En fait, l'exercice va jusqu'au 31 décembre, mais au 31 octobre, les engagements ne seront plus possibles. Donc, ça se récupère pas. Tombent en annulation et d'autres seront reportés. Donc, dans ce report-là, on peut vous réparer, on peut vous rétablir. Bon, et avec le budget sous examen, on va voir au niveau de l'ECOFIN comment faire des aménagements. Alors, entre-temps, Mai-Ndombe, laissez pour compte, la situation socio-économique est très difficile. Vous y étiez lors de vos vacances parlementaires. Qu'est-ce que vous ont dit justement ceux qui vous ont élus, vos électeurs? Nous sommes en train de porter notre revendication. Je crois que je ne suis pas le seul à le dire. Il y a mon collègue Kade Bompini de Oshu qui l'avait aussi publiquement dit. Il a dit qu'il faudrait qu'on nous dise qu'est-ce que le Mai-Ndombe a fait pour mériter tout ça, pour mériter une telle injustice. Et nous sommes en train de le dire et nous continuerons toujours à le dire. Nous pensons que nous sommes une province comme toutes les autres provinces. Et si l'on voudrait s'appuyer sur la contribution, par exemple, au budget de l'État, mais on n'oublie pas qu'aujourd'hui, le Mai-Ndombe, c'est la province solution au réchauffement climatique. Avec quoi? Avec ses forêts. Et Mai-Ndombe aujourd'hui est capable d'avoir autant de moyens avec la vente de crédits carbone. C'est une ressource exceptionnelle qu'on ne trouve pas au Lualaba. C'est à long terme. Hein? Ah non, ce n'est pas à long terme. C'est pas à long terme. C'est pas à long terme. Mais crédit carbone, on ne paye pas encore. Hein? Peut-être en Amazonie, on en profite, mais la RDC Pays Solutions ne touche presque pas encore grand-chose. D'après mes informations, la société ERA Congo a déjà 2 ou 3 fois déjà retourné en province, même dans les pays ici, des fonds issus de la vente de crédit carbone. Et même le ministre de l'Environnement, il existe un arrêté interministériel signé par le ministre de l'Environnement et le ministre des Finances sur la répartition des quotités issus de la vente de crédit carbone. Donc l'arrêté là n'aurait pas été pris si ces fonds-là n'existaient pas. Donc c'est la nature qui est en train de vous rendre justice maintenant. Ah oui, hein. Si on va sur les terrains des minerais, du sous-sol, le sol, vous êtes quand même une province à vocation agricole. Oui, nous sommes une province à vocation agricole. Et il n'est pas dit que le Mai-Ndombe là-bas, au Mai-Ndombe là-bas, il n'y a pas de minerais. Hein, qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas pour rien que le roi Léopold II avait privatisé la province de Mai-Ndombe. Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Seulement que les études approfondies n'ont pas encore été faites. Mais nous qui avons géré la province à un certain moment, nous avions déjà des éléments qui montraient qu'il y a du pétrole, il y a beaucoup de choses là-bas dans le Mai-Ndombe. Ah bon? Avec le temps, le Mai-Ndombe sera cette province qui sera enviée de toutes les provinces. Alors, vous aurez... Parce que les minéraux vont s'épuiser. Oui. Les minéraux vont s'épuiser. D'autres provinces vont s'épuiser. Oui, et l'attention de l'État sera tournée vers la province de Mai-Ndombe. C'est pourquoi nous sommes en train de dire qu'on doit nous faire justice maintenant. Vous savez que c'est à cause de vous savez que c'est les VA de Mai-Ndombe et de l'Équateur
qu'on a construit la Belgique. le Katanga. Ah, le Katanga, oui. Ah, voilà. Ah bon? Vous ne le saviez pas? Non, je ne savais pas. Honnêtement, je ne le savais pas. Je vous en prie. Alors, vous faites également du désenclavement de Maï-Ndombe, votre cheval de bataille, bien évidemment. Vous plaidiez pour la réhabilitation des routes et vous envisagez même faire construire un aérodrome. Ah oui. Ouais. C'est un cheval de bataille, comme vous l'avez dit, monsieur le journaliste. C'est que dans ma circonscription électorale de Mouchi, il n'y a pas un aérodrome. Et la partie sud de la province de Maï-Ndombe, c'est-à-dire la province les territoires de Mouchi, de Kwamut, de Yumbi et de Bolobo, il n'y a pas un aérodrome qui peut desservir. Voyez-vous? Et si on doit compter les aérodromes dans le Maï-Ndombe, on trouve un aérodrome à Inongo, on trouve un aérodrome à Bokoro, on trouve un aérodrome à Nyuki. Mais à Oshwe, il est délabré, il est déjà vétuste et délabré. Et à Mouchi, il n'y en a même pas. Il y en avait, mais c'est vraiment laissé abandonné et qu'on doit pouvoir réhabiliter. Alors, je me dis qu'on ne saura désenclaver cette partie de la province seulement en réhabilitant l'aéroport de Mouchi. Ça va permettre à nous tous là, au lieu de transiter par Bandundu ou de faire comme les collègues de Yumbi le fait en passant par Brazzaville, il peut descendre à Mouchi et là, c'est déjà un raccourci pour arriver chez lui à Yumbi. Donc moi, je suis en train de plaider que l'aérodrome de Mouchi puisse être réhabilité. Et par quels moyens? Comment vous allez arriver à faire réhabiliter cela? Ah, mais moi, je suis député national. Oui. Moi, je suis député national. Je suis député national. Je vais soulever ça comme question. Je vais soulever ça parmi les préoccupations à l'Assemblée nationale lors de l'examen du budget. Et je vais me battre pour obtenir son inscription dans le budget de l'État. Une ligne de crédit sera allouée à ça et l'année prochaine, lors de l'exécution du budget, un aéroport peut être construit. Vous ne feriez pas comme Moïse Katumbi pour réhabiliter une piste? Les moyens, ce n'est pas ce que vous manquez. À Kinshasa, ici, on sait ce que vous étiez aussi, Freddy Bonzeke. Non, ça, ce n'est pas faire le travail d'un élu. Ça, ce n'est pas faire le travail d'un élu. Néanmoins, par mes frais, j'ai déjà construit un stade là-bas à Mouchi. Si je veux m'engager dans cette voie, je le ferai et j'obtiendrai toutes les autorisations nécessaires pour le faire. Pas comme Moïse Mais Katumbi. je pense que à ce stade, il est question d'inscrire ça comme une priorité de l'État à travers les budgets. Si on vous oublie déjà dans la loi, on ne nous oubliera pas. Dans la loi de finances, on vous oublie comme ça. On ne va pas nous oublier. Même quand il y a augmentation, addition des recettes, on vous soustrait ce que vous avez. Même quand on doit mettre en place un gouvernement, vous n'êtes pas là. On ne pense pas au Freddy Bonzeke, vos électeurs, ils disent de vous, mais celui-là, il n'est pas naïf comme ça. Il attend quoi de ce gouvernement? Non, évidemment, à ce stade ici, je crois que par ce que nous sommes en train de dire devant votre chaîne de télévision, devant vos écrans, devant votre micro, je crois que c'est entendu. C'est entendu. On doit porter la revendication, c'est vrai, pour l'ensemble de la province, pour attirer l'attention du gouvernement, mais je pense que nous devons le faire suivant les règles de l'art. Alors, espérons que les choses vont s'améliorer comme ça. Et peut-être pour une digression rapidement, mon père était administrateur du territoire à Bolobo, de Bolobo. Votre père? Oui, mon père. Oui, c'était en 2011. Jusqu'en 2011, il était encore administrateur du territoire. Et ça m'a fait ressouvenir encore le périple qu'il prenait pour aller à Bolobo là-bas. C'était que par voie, on va appeler par voie fluviale. Voilà. Uniquement par voie fluviale qu'il s'y rendait. En bon administrateur, il allait toujours. Voilà. C'était Kinshasa pour Bolobo. Vous avez raison qu'il faut un aéroport. Oui, mais c'est très difficile. Je sais que c'était difficile pour lui d'aller à Bolobo. C'est très difficile. Nous-mêmes, là, quand nous allons là-bas, il faut transiter par Il faut beaucoup prier. Ah, vous ne prenez pas la voie fluviale? On transite par Bandundu, et puis de Bandundu, il faut prendre maintenant un autre moyen pour arriver avec tous les risques que cela comporte. Et moi, quand je pousse un peu plus loin, je dis, mais est-ce que moi, là, député national, je peux inviter, par exemple, un ministre pour aller chez moi à Mouchi? Si lui ne supporte pas l'eau, s'il a peur de l'eau, c'est difficile. C'est difficile. Donc, la fierté d'un territoire dépend aussi de ses infrastructures, notamment l'infrastructure aéroportuaire.
Si nous avons un aéroport là-bas, nous pouvons demander même à Madame la Première ministre d'aller visiter, d'aller en itinérance là-bas. Mais si les conditions ne sont pas remplies, c'est difficile, non? Oui, on fait avec. Même pour la Première ministre, on fait avec. Faudrait-il qu'elle soit courageuse pour accepter ça? C'est d'abord une femme qu'il faut déplacer suivant un minimum de conditions réunies. Alors, qu'est-ce que la route nationale numéro 17 peut résoudre, peut offrir comme solution au problème de l'enclavement? Ah, voilà. Et là, quand nous parlons de l'aérodrome, nous voulons désenclaver. Nous sommes dans la logique de désenclavement. Maintenant, quand nous parlons aussi de la route, c'est aussi le désenclavement que nous envisageons. Parce que la route nationale numéro 17 part de Mongata ici jusqu'à l'équateur, en passant par la ville de Nyoki et dans le territoire de Koutou, traversant maintenant le territoire de Mouchi jusqu'à atteindre le territoire du Nongo. Donc, moi, si cette route-là est réhabilitée, j'ai la possibilité de quitter ici par véhicule et d'arriver jusqu'à Mbali en visitant mes parents à Bopaka, en visitant mes frères et sœurs à Mbali et à n'importe quel village de ma circonscription électorale. Maintenant, la bretelle maintenant de cette route nationale numéro 17 part de Machambio par Lediba, par Massia, ça traverse par Lediba, ça atteint Mouchi, ça prend maintenant Mouchi, ça va rejoindre la route nationale jusqu'à Mbali et ça continue jusqu'à Inongo. Inongo, ça traverse Isongo, Isongo, ça va jusqu'à l'équateur. Donc, quand on a la possibilité de réhabiliter cette route-là, il faut vraiment... Et c'est cette route-là même qui dessert même Bandundu-Ville. Donc, c'est une route d'une importance capitale. Dites-vous que lorsque j'avais dit, lors de l'investiture, j'avais parlé de cette route-là, nationale numéro 17, vous ne vous imaginez pas combien la population de Bandundu-Ville m'avait contacté, m'avait écrit. Et les collègues Eric Kinzambi, ils m'avaient vraiment tenu par les bras parce qu'il faut lutter pour que cette route-là puisse être réhabilitée. Déjà que d'ici Bandundu-Ville, et ça va nous permettre d'aller jusqu'à Bendela, jusqu'à Nyoki, et ainsi de suite. Donc, tous les trafics qu'il y avait entre Bandundu-Ville et ici, déjà que l'insécurité empêche, et encore l'état de la route. Donc, je pense là que la route nationale numéro 17, c'est aussi un moyen de désenclaver la province de Maïndo. Voilà. On peut s'en servir aussi comme route de desserte agricole. Absolument. Évidemment, les routes de desserte agricole sont les autres, mais celle-là, elle est route nationale, numéro 17. Route nationale numéro 17. Je crois que vraiment, nous allons voir ça aussi dans les budgets que nous allons analyser bientôt. Il faudrait vraiment que cela puisse clairement apparaître. Alors, c'est votre premier mandat. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été de beaucoup de problèmes en arrivant, puisque celui qui était avant vous, je pense bien, a fait 3 mandats de suite. Vous trouvez un chantier totalement vide? Bon, moi, je m'attarde aux problèmes. J'ai trouvé des problèmes et j'essaye de lever ma voix en tant que député pour trouver la solution à ces problèmes-là. Si lui n'a pas fait son travail, c'est à lui. Mais moi, je ferai le mien. Moi, je ferai mon travail. Il n'y a pas aéroport à Mouchi, je dirais qu'il n'y a pas aéroport à Mouchi. Je vais me battre pour ça. Et dernièrement, lorsque j'ai analysé la loi de reddition de comptes, je ne sais pas qu'est-ce qui peut expliquer ça. Pour un peu assouplir le langage, j'ai dit qu'il peut s'agir d'une erreur. Une erreur matérielle. Oui, mais je ne peux pas expliquer que la cité de Mouchi apparaisse comme étant dans le territoire de Kwamout. Je ne peux pas expliquer ça. C'est un manque de suivi en réalité. Parce qu'on est censé regarder à ce qui se passe dans son territoire. Parce que si vous ne savez pas que vous êtes déjà déplacé de là, si vous ne le savez pas, évidemment, c'est terrible. C'est terrible là. Il y a d'autres sujets d'actualité, Freddy Bonzeke. Vous êtes élu de Mouchi, mais membre de la CP. Oui.
vous êtes donc de l'Union sacrée de la nation. Félix Tshisekedi est sorti du bois maintenant pour couper court au débat sur la révision constitutionnelle. On pensait qu'il allait se régir en arbitre, peut-être, laisser le débat continuer un tout petit peu entre les élus ou les membres de l'UDPS et ceux de l'Union sacrée de la nation. Mais il a tranché. La Constitution a été rédigée par des étrangers, à l'étranger. Il faut la réviser. À l'Union sacrée de la nation, on ne savait pas dire le même langage. Est-ce que maintenant vous pouvez vous engager aussi vers ce que le chef de l'État a dit? Bon, le chef de l'État, c'est l'autorité de référence politique dans notre famille politique, l'Union sacrée. Je ne le prends pas encore comme étant chef de l'État. Je le prends d'abord comme étant autorité suprême de l'Union sacrée. Il a levé l'option. Est-ce que c'est trop tard ou c'est tôt qu'il s'exprime? Non, je ne pense pas que ce soit trop tard ni trop tôt. Je pense qu'il a soulevé la question et la question maintenant se trouve dans les débats. Lui, il a pris l'option et j'ai pari que la majorité, l'Union sacrée, va certainement emboîter les pas, va suivre l'orientation et va examiner en profondeur qu'est-ce qui doit être retouché, qu'est-ce qui doit être révisé et qu'est-ce qui ne doit pas l'être. Je crois que maintenant que le chef de l'État l'a dit, ça ouvre la voie à ce que tout le monde de la majorité, tous les sociétaires de la majorité puissent s'y pencher. On va s'y pencher aveuglément. Est-ce qu'on a pensé aux conséquences, peut-être dans la réponse que la population peut donner à ça, à ce débat? Mais quelle peut être la réponse que la population va donner à ça? La même qu'elle a donnée, alors que l'UDPS était dans l'opposition qui s'opposait à ce changement aux révisions de la Constitution. L'opposition pourra réagir. L'opposition pourra réagir. Et si l'opposition a une population derrière elle, dites-vous aussi que la majorité a une population derrière elle. Et les débats, je ne crois pas que c'est un débat qui va pouvoir embraser le pays, mais ça devra être un débat constructif de nature à ramener tout le monde devant les évidences. Quand le chef de l'État dit que la Constitution est mauvaise, quand le chef de l'État dit que la Constitution a été rédigée à l'étranger, quand le chef de l'État dit il a fait toutes ces affirmations-là, ce sont des choses qui seront analysées dans un cadre d'abord politique avant d'être ramenées au niveau de l'Assemblée nationale. Je vais vous lire un peu ce qu'ont écrit les acteurs de l'opposition. Je commence par Martin Fayulu. Il dit « Tshisekedi ne la changera pas, il ne la touchera pas, il ne la remplacera pas, nous l'empêcherons. » Ça, c'est Hervé Diakessé plutôt. Martin Fayulu, lui, est un peu plus fort. Il dit « Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. » Il dit « Comme un gamin. Nous ne le laisserons pas toucher à la Constitution. » Je trouve rapidement le propos de Moïse Katumbi qui dit « Tshisekedi a trahi la confiance du peuple. La Constitution ne sera pas changée. Qui vivra verra. » Votre réaction? Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Ce sont des propos discourtois. Je pense qu'à un certain niveau de responsabilité, il y a des choses qu'on doit dire et ne pas dire. Et je ne voudrais pas appeler ça des menaces. Moi, je reste dans la logique des débats et que quand il y aura débat, il y aura le pour et le contre. Et les mécanismes politiques seront mis en application. Et ceux qui ont la majorité vont gagner. Mais quand le chef de l'État dit, il répète tout le temps, l'opposition a pété, des fois aussi il a des propos discourtoires à l'endroit de l'opposition. Bon, ce qui est discourtois restera discourtois. C'est ça. On ne va pas changer ça. On ne va pas changer. Ce qui est discourtois est discourtois. Mais les conseils, c'est que les acteurs politiques doivent se respecter mutuellement. Parce que
On est là d'abord pour l'intérêt supérieur de la nation. Celui qui prédit que c'est jouer avec les feux comme un gamin, c'est un peu plus discourtois, non? Parce que le chef de l'État n'est pas un gamin. Il n'est pas un gamin. Il n'est pas un gamin. L'union sacrée de la nation ne va pas être fragilisée? Pourquoi? Avec ça? Pourquoi? Pourquoi être fragilisé? Quand vous regardez un peu les sociétaires, les regroupements, les familles politiques, tout le monde va accepter ce changement ou cette révision. On ne sait même pas de quoi il s'agit exactement. Évidemment. Vous avez dit, vous avez mis la réserve en disant de quoi il s'agit exactement. Ça veut dire qu'il y a une certaine définition à faire. Il y aura quelque part où des analyses profondes vont être faites pour ramener au débat ce qui doit être débattu. Mais pourquoi on n'a pas commencé par ramener les débats d'abord au sein de l'Union sacrée de la nation pour donner les éléments de langage et ensuite l'exposer au public? Non, mais ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas publiquement si facilement comme ça. Donc, les laboratoires sont en train de fonctionner dans tous les cas. Les laboratoires sont en train de fonctionner dans tous les cas. Nous venions d'une réunion de la PAG. Évidemment, on n'a pas abordé la question de la révision constitutionnelle. Mais est-il que, si jamais la question arrivait à être soumise à l'Assemblée nationale, il y a des têtes qui vont réfléchir pour voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. C'est ça les débats qu'il y aura. Je crois que je vais demander à tout le monde de pouvoir essayer un peu de patienter. Merci. Viendra un moment où les choses vont se préciser de façon beaucoup plus claire. Merci beaucoup, Freddy Bonzeke. Peut-être pour terminer, vous étiez à Kinshasa ici, aux côtés de Jean-Tini Gobila. On n'a plus beaucoup de ces nouvelles, je ne sais pas si vous en avez aussi. Comment trouvez-vous le nouveau gouverneur de la ville, Daniel Bumba? Bon, il est à ses débuts. Oui. Il est à ses débuts et il a encore du chemin à parcourir. Est-ce qu'on fait appel à vous des fois pour quelques questions, contributions? Personnellement, non. Non. On vous évite. Vous Je sais avez pas de si quoi? c'est- Vous avez des choses à proposer, n'est-ce Je ne pas? sais pas si on m'évite ou quoi, mais je n'ai jamais reçu une quelconque Mais vous avez des choses à proposer. Bon, moi, non Nécessairement. seulement j'ai été directeur de cabinet de la province de Maïndombe, du gouverneur, je l'ai été ici aussi. Ce n'est pas impossible que je puisse connaître certaines choses. Merci beaucoup, Freddy Bonzeke, d'être passé. Je vous en prie. Merci à vous aussi de nous suivre. En tout cas, ce n'est pas fini encore. On va passer à autre chose. On va parler du transport en commun. Et je vous l'avais annoncé, ce sera avec des jeunes de la jeunesse congolaise pour un Congo retrouvé. Un mouvement, on va appeler ça comme ça, un mouvement qui existe au sein de l'université de Kinshasa.